Et bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans ce nouveau numéro d'Avanti Nice, un numéro très particulier aujourd'hui puisque on va pas vraiment parler de l'OGC Nice, on va faire un petit côté de l'autre côté de la frontière qui va nous mener en Suisse et plus précisément, vous l'aurez deviné, du côté de Lausanne pour parler de notre club. Et c'est justement un des sujets du débat, comment doit-on qualifier ce club également propriété d'Ineos, le Lausanne Sport, un club qu'on a suivi forcément d'un œil un peu particulier cette saison puisque de nombreux joueurs de l'OGC Nice y étaient prêtés, un club aussi, on est amené à avoir des relations de plus en plus étroites avec lui. Qu'est-ce qu'il faut attendre de cette relation avec Lausanne? Comment nos jeunes aiglons se sont comportés cette saison du côté de la Super League, la vraie, pas la Super League des traîtres de l'UEFA. On va en parler tout d'abord avec Cédric, forcément notre taulier de l'émission. Salut Cédric, comment ça va? Salut Sky, écoute, ça va très bien, ça fait plaisir de faire une émission un peu parallèle pour parler pour voyager, parce que c'est notre première vacances à l'étranger depuis 2 ans. Exactement. En plus là en ce moment il fait un peu lourd ici, donc peut-être qu'en Suisse il fait meilleur, mais Alexandre va nous en parler. Voilà, on va demander à Alexandre. Salut Alexandre, donc supporter de Lausanne forcément, qui va pouvoir nous parler des joueurs et des matchs qu'il a vus. Comment ça va? Ça va bien et vous? Merci. Ça va. Est-ce qu'il fait un peu plus frais chez toi, du coup, comme il fait très lourd aujourd'hui quand même. Il fait pas mal lourd quand même. On va être dans les 26-27 degrés. Bon, je pense que chez vous il fait encore plus chaud. Non, c'est à peu près pareil, je pense. Voilà, donc on n'a pas qu'un seul point commun avec Ineos, on a aussi le climat aujourd'hui. Coup, le sud de la Suisse avec le sud de la France. Même si heureusement pour nous, c'est pas le cas le reste de l'année. Blague à part, voilà, on t'accueille, on a le plaisir de t'accueillir pour parler un peu du Lausanne Sport qu'on suit donc de loin via les réseaux sociaux. C'est un peu compliqué de regarder les matchs de la Super League suisse en France. On n'a pas trop l'occasion. On a suivi un peu par les différents réseaux sociaux, les sites de statistiques, la performance de nos différents aiglons. On va y revenir après pour notamment savoir si ça a été satisfaisant, si on est amené à les revoir du côté de Lausanne l'année prochaine, s'ils peuvent s'imposer à Nice. Ça, tu nous donneras ton œil d'expert. Mais avant, je voulais un peu parler du Lausanne Sport, déjà un club suisse historique, mais qu'on ne connaît pas forcément trop du côté français, et puis de l'histoire du Lausanne Sport avec Ineos, puisque le rachat du club suisse a été effectué avant celui de l'OGC Nice. Tu nous disais en off, et on a un peu enquêté de notre côté, que ça s'est pas toujours très bien passé. Aujourd'hui, ça va un peu mieux. Est-ce que demain, ça pourrait encore mieux se passer pour Lausanne sous le giron d'Ineos? On va parler un peu de tout ça aujourd'hui, et peut-être d'abord, je vais te demander tout simplement de nous parler de ton club de cœur, et de son histoire, et de l'arrivée d'Ineos, dans quel contexte, et après on verra bien où ça nous mène. Bon, le Lausanne Sport, c'est un club assez historique, donc comme vous l'avez dit, qui a été fondé à la fin du 19e siècle, ici à Lausanne, au bord du lac Léman. C'est un club qui a, dès le début de son histoire, gagné pas mal de titres de champion de Suisse. Principalement, c'était jusqu'aux années 60 à peu près, que le Lausanne Sport a gagné pas mal de titres. Donc, il y en a eu 7 au total. À la base, le club était plutôt situé vers le bord du lac, d'où les couleurs bleues et blanches, qui sont les couleurs du lac, alors que les couleurs de la ville sont rouges et blanches. Et depuis environ, je dirais, la fin des années 90, il y a des gestions du club qui se sont poursuivies, qui étaient pas terribles. Donc ça a commencé avec une vente du club dans des conditions un petit peu chaotiques par un personnage que vous connaissez bien en France, qui s'appelle Valdemar Kita. Qu'on a failli avoir président de l'OGC Nice, d'ailleurs. Nous, on y a échappé. C'est bien. Et il a donné les clés du club à plusieurs repreneurs qui ont tenté de sauver le club à plusieurs reprises, et ça a vraiment pas marché. Et puis en 2003, on a été prononcé en faillite, à un moment où c'était vraiment clé dans l'histoire du foot suisse, où on avait plusieurs clubs, notamment en Suisse allemande, qui se sont développés avec des nouveaux stades, avec des nouvelles infrastructures beaucoup plus professionnelles, la télé, etc. Et puis l'argent dans le foot qui s'est vraiment installé. La Super League qui a été fondée à ce moment-là également, donc la Super League dans son format actuel, avec 10 équipes. Et puis, il y a eu une renaissance entre 2003 et 2011, donc on a remonté les échelons, deuxième division en 2005, il me semble, et puis ensuite première en 2011, avec une qualification un petit peu surprise en Europa League, si vous connaissiez un petit peu l'Europa League de cette époque-là, des débuts de l'Europa League, on pouvait encore se qualifier avec la coupe, en étant finaliste de la coupe. Et on a été finaliste de coupe en 2010, on a pu participer en étant club de deuxième division, donc ça c'était une petite parenthèse européenne. Avec ça peut faire plaisir aussi, j'imagine. Oui, absolument. Les saisons catastrophiques. Exactement, ouais. Donc ça nous a permis de retrouver un petit peu le public, de retrouver une certaine aura aussi dans
dans le paysage du football suisse. Mais malheureusement, ça s'est vraiment, ça s'est un petit peu calmé entre 2011 et 2016 environ. Il y a eu une gestion assez, assez basique. Donc voilà, il y a pas un gros recrutement, pas de gros investissements, etc. Et donc du coup, quand Ineos est arrivé, donc c'était à la fin 2017, on venait de remonter en première division pour la 3e ou 4e fois. On a fait l'ascenseur, hein, comme on dit. Et ils sont arrivés, ils nous ont proposé quelques millions pour des joueurs intéressants, notamment Enzo Zidane, qui a pas forcément été extrêmement concluant, mais voilà. Davantage un nom qu'un projet sportif Exactement, sur Zidane. Je sais même pas s'il a vendu beaucoup de maillots, parce que sur son nom, je sais pas si vous savez, c'est marqué Enzo, c'est pas marqué Zidane. Ouais, donc tu peux même pas avoir la beauté d'avoir un maillot de Lausanne. Exactement, ouais, ça aurait été beau, malheureusement ça s'est pas fait. Et puis en 2018, il y a eu une redescente directe, alors qu'on était reparti assez bien, quoi. On était 5e à la mi-championnat quand ils sont arrivés. Puis ensuite, ça a été la chute avec. Donc, je sais pas si on va en parler, je pense, de l'histoire du logo qui a eu lieu. Parlons-en maintenant. 2018. C'est ça. Nous, ça on va a être un peu le prochain sujet. Nous, on a suivi de loin cette histoire de logo où il y avait déjà le changement de couleur. Pourtant, voilà, et même pas pour les couleurs de la ville. Tu pourrais dire, tu passes du lac à la ville parce que c'est plus représentatif, parce qu'il y a des sous. Enfin, je ne sais pas, mais même pas, parce que c'était du orange de mémoire. Ouais, il y aurait pu y avoir du rouge, il y aurait pu avoir du vert, qui sont les couleurs du canton de Vaud. Malheureusement, mais ils ont choisi le orange avec un bleu. Ils ont choisi le bleu un peu violacé du logo Ineos. Qu'on retrouve un petit peu maintenant sur le maillot extérieur du club, mais je suis pas sûr qu'il y ait une corrélation. Et puis il y a eu un changement. En fait, à la base, ils avaient repris le logo de base, mais ils avaient changé le contour avec un orange, dont on savait pas ce qu'il avait à faire ici. Et le haut de Ineos, oui. Le haut de Ineos au milieu du Lausanne Sport, donc vraiment une belle faute de goût. Mais finalement, ça ne se fait pas. Qu'est-ce qu'il y a eu comme il y a une mobilisation des supporters, j'imagine. Comment la décision finalement a réussi à s'infléchir, parce que tu peux te dire en face de toi, sans manquer de respect aux supporters de Lausanne Sport, mais tu as un club qui est pas non plus à son prime, et du coup tu as forcément une mobilisation des supporters qui n'est pas celle que tu peux avoir si tu touches au logo d'un très grand club européen, par exemple. Mais malgré tout, aujourd'hui, le logo du Lausanne Sport est revenu à quelque chose, je ne vais pas dire de plus traditionnel, mais en tout cas avec les bonnes couleurs déjà. Absolument. En fait, il y a eu une pétition qui a été faite, et puis c'est là le pouvoir du rassemblement des valeurs du football, parce qu'on a eu des soutiens à peu près du monde entier, quoi. On a fait une pétition sur Change, qui a été signée par environ 4000 personnes. Et puis, donc c'est pas forcément monumental, mais à l'échelle du Lausanne Sport, ça fait une petite différence quand même. On a eu quelques personnalités qui ont mis des lettres ouvertes dans les différents médias. Il y a eu donc des soutiens, on recevait des messages, des mails de la part de supporters d'Angleterre notamment. Et puis, évidemment, quand une marque s'invite dans le logo d'un club, c'est jamais beau, quoi. Ça fait jamais plaisir, que ce soit. C'est toujours quelque chose d'un peu sale, en fait. Voilà, exactement. Il y a eu une mobilisation non seulement de notre côté à nous, il y a eu des boycotts de la part des ultras, etc. Et puis ensuite, on a eu les supporters adverses qui ont commencé à faire des banderoles, etc. Donc ça, c'était assez sympa. Donc on a eu une belle mobilisation, même si c'était une période assez triste, je dois vous dire. Donc s'il n'y avait pas beaucoup de bruit au stade, et puis aussi les résultats qui étaient catastrophiques. Donc c'était vraiment la chute. Ensuite, on est redescendu en 2e division à ce moment-là. Et puis donc voilà, ça rappelle un petit peu Red Bull. Donc Cardiff aussi, ils ont eu un changement de couleur, il me semble, à une époque, parce qu'ils avaient les propriétaires qui sont arrivés puis qui ont changé. Et donc ça rappelle pas que des belles choses. Ouais, mais en tout cas, la mobilisation a bien marché, n'empêche, ça a dû quand même vous faire un tant soit peu plaisir, même si ça démarre entre guillemets mal le rapport entre les supporters et le futur actionnaire. Ouais, c'était un très bon signal qu'ils nous envoyaient de nous écouter, et puis d'avoir fait machine arrière. Ils sont arrivés, donc c'était en janvier, ils ont annoncé ça, et puis en avril, ils ont décidé de scrap the project. Vraiment, ils sont arrivés, ils ont dit on change tout, et puis on recommence avec la base. Donc juste le L et le S, très sobrement, qui va être inscrit comme ça sur le logo, un petit peu à la manière des clubs historiques qui remettent maintenant. Comme la Juve notamment, qui a mis son Juve. initial, le J, effectivement. Exactement. C'est un petit peu plus vendeur aussi, d'un côté. Oui, c'est plus facile de populariser ta marque comme ça, avec un logo qui est peut-être moins complexe. Bon, tu l'as dit, ça n'a pas forcément très bien commencé, effectivement, mais
Il y a eu des suites plus heureuses. Déjà, sportivement, ça va un peu mieux en ce moment. Bon, on va parler de l'impact des joueurs de l'OGC Nice et des jeunes prêtés. L'intervention, que ce soit de Souleymane Cissé, de Julien Fournier, enfin voilà, tout ce contexte et le lien qui unit nos deux clubs. Mais pour rester vraiment purement sur Lausanne, il y a deux sujets sur lesquels j'aimerais qu'on puisse un peu discuter. C'est tout d'abord le stade, parce que ça, c'est le gros morceau positif, les investissements dans les infrastructures qui ont été faits par Ineos, du coup. Et ensuite, un peu quand même, malgré tout, le côté négatif qui, si, selon toi, il y a un peu on va dire une perte d'identité, parce que forcément, et ça nous fera le lien avec l'intervention de l'OGC Nice, il y a de moins en moins de Vaudois au club et de plus en plus de gens venus de l'extérieur, que ce soit mis par Ineos ou par l'OGC Nice. Oui, absolument. Alors déjà, le nouveau stade, c'est quelque chose dont on avait vraiment besoin. Déjà sur le plan commercial, pour reconstruire un club à l'avenir avec un nouveau propriétaire. Déjà en fait, on a vraiment l'impression que l'ancien stade qu'on avait, qui a été construit quand même en 1954, hein, donc ça date pas mal. C'est d'ailleurs le seul stade qui tient encore debout de la Coupe du Monde en Suisse de cette année-là. On est tellement loin du terrain, c'est un espèce de stade olympique, peu couvert. Voilà, ça fait pas vraiment envie. Il y a même un petit microclimat dans ce coin de la ville où il fait très très froid, même en été, il faut se couvrir. Donc c'est dire. Et donc pour rajeunir un petit peu l'image du club et puis pour voir un petit peu l'avenir de manière plus sereine. Donc cette idée, elle a été mise en place au début des années 2010. Donc au moment où le club a retrouvé l'élite pour la première fois après la faillite, les dirigeants de l'époque avaient choisi de garder cet emplacement du nord de la ville, donc là proche de l'aéroport de la Blécherette, qui est pas loin du tout de la Pontaise en fait, qui est un petit peu plus au nord. Pour construire un nouveau stade, il y a eu un concours d'architecture et puis ça a été décidé à ce moment-là, donc en 2014 à peu près. Il y avait aussi des idées pour le construire au bord du lac, mais ça a pas réussi à se faire. Et puis, au final, on a ce stade de 12 000 places qui est un petit peu plus petit qu'on pourrait l'imaginer pour un club qui a quand même quelques petites ambitions. Sachant que le stade olympique de la Pontaise, qui est notre stade précédent, avait environ 14 500 places dans la configuration actuelle. Il pouvait être utilisé à peu près à la moitié en raison des normes de sécurité, etc. Donc, c'était vraiment pas terrible. Et là, on a ce petit bijou qui a pas coûté très très cher, mais qui est vachement efficace, quoi. Il est bien construit, il a une jolie petite architecture et puis une pelouse synthétique qui sera amenée à être changée en pelouse naturelle à l'avenir. Mais on est très content de l'avoir, ce stade. En tout cas, tu vas pouvoir peut-être envisager de le remplir déjà par rapport comme tu disais, Oui. aux normes de sécurité aussi. Nous aussi, on a connu un stade un peu désuet il y a quelques saisons. Oui, absolument. On a dû changer, même si on a changé pour plus grand, hein, forcément, avec l'Alliance Riviera. Mais voilà, après, j'imagine qu'il y a aussi, voilà, niveau hébergement, des loges, enfin, que c'est un peu mieux équipé, aussi d'un point de vue de la performance sportive. C'est vrai que c'est toujours un peu délicat de quitter sa maison comme on l'a fait il y a quelques années, mais après, quand c'est pour mieux et quand c'est pour un avenir un peu plus ambitieux, on arrive à se faire une raison. Je me permets de te lancer, du coup, sur l'autre sujet que j'ai évoqué. Donc, il y a quand même cet apport intéressant de liquidité. Puis là, on a parlé de ce qui était visible avec le stade, mais tu as tout ce qui est, j'imagine, comme chez nous, dans le staff technique, peut-être au centre d'entraînement. Enfin, j'imagine que Ineos a quand même aussi un peu amélioré beaucoup de choses par étapes comme ça et pas forcément dans le visible. Par contre, il y a, voilà, nous on a suivi le feuilleton de votre coach, forcément, cet été, parce que on était un peu indirectement concernés, déjà parce que le futur de votre club nous intéresse forcément, mais en plus on parlait de Adrian Urcea pour prendre la place, ça ne s'est pas fait pour les différentes raisons qu'on a évoquées dans de précédentes émissions, mais voilà, on sait que c'était un coach qui était apprécié, lui, je pense, arrivait peut-être au bout du projet qu'il avait avec Lausanne, le fait de pas pouvoir compter sur les mêmes joueurs d'une saison sur l'autre, c'était peut-être délicat pour lui et je peux le comprendre. Mais micro surprise, en tout cas nous de notre côté, c'est quand même quelqu'un du cru qui a été choisi pour le remplacer. Oui, alors apparemment Urcea c'était quand même le choix de base. Oui, c'est un peu lui qui l'a fait à l'envers. Hein. Voilà, ouais. Il y a eu un problème dans les négociations et puis au final, on s'est rabattu sur Ilya Borenovic qui est l'ancien coach des M21 et qui avait déjà été à l'intérim à une période très difficile, donc à la fin de la saison 2017-2018, donc qui était là pour
pour gérer une fois que Fabio Celestini avait été viré à l'époque. Je sais pas si vous connaissez Fabio Celestini, il est passé par Marseille début des années 2000. Et puis maintenant, il est un des meilleurs entraîneurs de Suisse, il est à Lucerne, il vient de gagner la coupe. Et donc Ilija Borenović, on le connaît, mais on le connaît pas plus que ça non plus. Mais c'est un bon signal aussi envoyé aux supporters parce que on avait la crainte de se retrouver avec Ursa qui non seulement, alors au-delà de la rivalité qu'on a avec Servette, lui c'est un ancien de Servette. Ça aurait été quand même un petit peu bizarre de se retrouver avec un coach qui venait de Nice, déjà avec tous les changements qui sont arrivés depuis que Nice a été racheté par Ineos. Et puis tous les inconvénients que ça nous a posé, même s'il n'y en a pas tant que ça au final, ça faisait un peu bizarre. Tu penses que, sans te couper, mais tu penses que ça aurait fait un petit peu grincer, en plus de, on sait un peu les quelques trucs qui sont passés entre guillemets entre Lausanne et Nice, on voit de temps en temps sur Twitter un peu tout ça, mais vous pensez que ça aurait fait grincer un petit peu que ce soit Ursa qui soit nommé coach principal de Lausanne? Ouais, je pense quand même. D'un côté, on était assez content de recevoir des assez bons joueurs de la part de Nice. Franchement, ils ont eu une assez bonne saison. On va pouvoir en revenir. Mais la politique sportive, depuis le départ de notre ancien directeur sportif, Pablo Iglesias, qui est quand même parti au milieu de la saison, enfin au milieu de la saison entre guillemets, donc en juin 2020, quand le Covid nous a permis ensuite de recommencer à jouer au mois de juin. On sait qu'en France, ça a été arrêté le championnat, mais chez nous, il a repris à peu près au mois de juin. C'est à ce moment-là que notre directeur sportif a été remercié et qu'on a engagé Souleymane Cissé, un petit peu sans réel motif. C'était un petit peu bizarre. Et puis, donc la politique, elle est très floue. L'ambition de départ, c'était quand même de faire partie des premiers plans du championnat suisse, avec participation au championnat européen sous 3 saisons. Donc ça, c'était de base en 2017. Donc il y a quand même un constat d'échec ici. Et puis, donc quand on fait confiance aux supporters avec une vision commerciale qui vise à renouer le lien avec le public en jouant la carte du local, vaudois, aujourd'hui le secteur commercial, donc ceux qui nous donnent ce genre de message, c'est un petit peu entre guillemets le dernier bastion local. Vincent Steinmann, le directeur commercial, c'est lui qui s'adresse le plus souvent aux médias et qui est là pour faire le lien avec les supporters parce que le président Bob Radcliffe, on le voit pas très souvent. Déjà, il parle pas français et puis il est souvent à Nice aussi. Et puis Souleymane Cissé, il travaille un petit peu dans l'ombre. Il est pas très transparent dans sa stratégie non plus. Donc, on a besoin d'être rassuré dans le contexte actuel parce qu'on voit quand même des choses qui ne font pas totalement plaisir. Quand t'entends parler Sky de Souleymane Cissé, t'as l'impression que c'est un bébé Fournier un peu du coup. C'est quand même, enfin c'est un de ces hommes de confiance qu'il a placé là parce qu'ils savent que leurs méthodes de travail sont compatibles. Ce qui en soi, après on peut toujours discuter et je peux comprendre que du point de vue de Lausanne, qu'on leur fasse venir quelqu'un de la galaxie Ineos, mais plutôt pour le bénéfice de l'OGC Nice, que ça fasse grincer des dents, bien entendu. Et nous, si on était dans une situation où demain, il y avait un club au-dessus de nous dans la Galaxy Ineos, je pense qu'on aurait exactement les mêmes réactions que nos amis lausannois. Mais clairement. Après, il vaut mieux aussi avoir quand même quelqu'un quand t'as ce projet de développer un groupe, et on parlera du Racing Club d'Abidjan qui, même s'il ne l'est pas officiellement, est un peu le 3e club de cette Galaxy Ineos. T'as quand même intérêt à avoir des gens qui sont capables de travailler ensemble, parce que sinon, de toute façon, ça n'est profitable pour personne. Donc là, au moins, certes, ça fait grincer des dents du côté de Lausanne, mais au moins, dans leur malheur, ils ont des gens compatibles dans les méthodes de travail avec ce qui se fait du côté de l'OGC Nice. Donc c'est un moindre mal selon moi. Après, je suis dans la position facile de dire ça. Moi, je suis du côté niçois, bien sûr, mais voilà. Je sais pas ce qu'en pense Alexandre, mais au moins. Non, mais c'est clair que nous, ce qu'on aurait bien aimé du côté des supporters lausannois, c'est une communication un petit peu plus claire, parce qu'on nous a dit oui, alors maintenant l'OGC Nice fait partie de la Galaxy Ineos, mais vous s'en faites pas. On a toujours la stratégie de faire monter Lausanne au sommet du football suisse, etc. Et puis au final, on remarque qu'il y a quand même pas mal de liens qui se sont faits. Et puis, mais voilà, au final, qu'il y a une cohérence maintenant dans le projet avec Cissé, avec Fournier, etc. La relation entre les deux clubs qui se fasse, même avec Abidjan.
Et ça c'est tout à fait cohérent sur le plan sportif. Mais ce qu'on aurait bien aimé, c'est qu'on nous le dise. Oui. En fait, c'est qu'on arrive puis qu'on nous dise voilà, c'est ça le projet. Parce que nous, on nous a donné plusieurs messages un petit peu contradictoires. Oui, si on te dit le projet, c'est de récupérer les meilleurs jeunes de l'OGC Nice, qui demain, on le souhaite naturellement, pourrait devenir un grand club important en France et en Europe. Voilà. Vu ce que tu as connu ces 20 dernières années à Lausanne, au final, je peux comprendre que pour l'ego, ça fasse un peu grincer des dents d'être assimilé à une filiale, mais à la fois sportivement, peut-être que tu t'y retrouves. C'est ce que Bob Radcliffe avait dit de façon un peu sèche et un peu insultante quand il avait dit en même temps, on voit ce qu'ont fait les Vaudois ces 20 dernières années du club. Je pense que c'était pas sa meilleure déclaration diplomatique. Voilà, sa meilleure sortie peut-être, mais en tout cas, effectivement, peut-être que malgré cette gestion qui se fait davantage du côté de la Côte d'Azur que du côté du Lac Léman de votre club, sportivement, tu peux t'y retrouver. Et tu parlais de cette qualification européenne. Nous, on s'amusait un peu avec Cédric de regarder au fur et à mesure des journées le classement de la Super League évoluer. Parce qu'en ça va très vite. Hein. Voilà, vu qu'il y a très peu d'équipes et qu'il y a eu beaucoup d'histoires de matchs reportés, donc tu avais des équipes avec 3 matchs de plus que d'autres, en fait, tu avais l'impression que tu jouais le maintien et l'Europe en même temps, quasiment jusqu'à la fin du championnat. À part les Young Boys, c'est clair. Ça fait à la fois la beauté, puis c'est aussi un petit peu problématique dans ce championnat, c'est qu'il y a une totale incertitude entre qui va descendre et puis qui va jouer l'Europe, parce qu'au final, il y a que 3-4 places de différence. D'ailleurs, à l'époque, il y a encore 2-3 ans, quand l'indice UEFA de la Suisse était un petit peu plus élevé, là maintenant, nos clubs ont vraiment fait des saisons un petit peu pourries en Europe. On avait même une 5e place, plus le finaliste de la Coupe. Enfin, c'était un petit peu folklorique, quoi. Mais maintenant... Voilà, on a 4 places devant et puis 2 places en bas. Donc une place qui descend directement, puis une place de barragiste. Donc, ça ferait presque Super League fermée pour ça fait presque Super League fermée. Voilà. Qu'est-ce que je voulais te... Oui, alors je suis désolé Alexandre, on t'invite quand même aussi un peu pour parler de l'OGC Nice. Bon, rassure-toi, c'est quand même des joueurs que tu as vu évoluer sous le maillot du Lausanne Sport cette saison, mais on va passer forcément à nos nombreux joueurs prêtés, notamment des joueurs que nous... Enfin, il y en a qu'on n'a jamais vu carrément avec le maillot de l'OGC Nice, donc il y en a beaucoup d'ailleurs qu'on n'a jamais vu. Voilà, tu vas nous aider un peu à découvrir et peut-être certains qui ne rejoindront jamais l'OGC Nice. Je pense à Toichi Suzuki, même si c'était un peu dans les papiers, on y reviendra en dernier peut-être sur ce joueur japonais qui pourrait rejoindre l'OGC Nice à l'avenir. Mais voilà, je te propose de commencer. Bon, on va remonter le terrain petit à petit. On va partir de la défense pour finir en attaque. Pour ce que tu peux nous dire sur ces joueurs qui officiellement appartiennent à l'OGC Nice, ont évolué avec le Lausanne Sport cette saison et pour qui, on le disait en off, nous on va être amené aussi un peu à faire notre numéro de tier list comme on avait fait l'année dernière pour savoir qui doit rester, qui doit partir, qui doit éventuellement partir à Lausanne. Avant de faire ça, on voulait un peu avoir ton avis sur quels joueurs et selon leur forme cette saison, on peut voir s'inscrire dans la durée avec l'OGC Nice. Je te propose de commencer tout de suite par des anciens d'Abidjan. On en parlait du Racing Club d'Abidjan, qui est un peu ce troisième club de la Galaxy Neos, comme je le disais, et notamment Armel Zohouri, donc jeune joueur ivoirien, puisqu'il n'a que 20 ans, première saison en Europe avec le Lausanne Sport. Il est latéral droit. 5 bouts de match, j'ai plus exactement le nombre de minutes, mais quand je l'ai lu, vraiment c'était des bouts de match, et surtout une grosse blessure qui a pourri 80% de sa saison. Donc je sais pas si tu vas pouvoir nous dire vraiment quelque chose sur lui. Ou alors une première saison compliquée en Europe pour lui. Une énorme blessure contractée, je crois, au mois de janvier. Il est arrivé en même temps que tous les autres. Donc au mois de septembre, octobre, comme ça. Et puis il a joué des petits bouts de match. D'ailleurs, c'était pas mal dans des défaites. Et puis il jouait au poste de latéral droit, qui était quand même assez bien occupé tout au long de la saison par Nikola Boranjasevic, le Serbe. Et donc il avait pas forcément sa chance. Et puis même souvent sur le banc, il n'était pas présent. Je crois qu'il a joué un petit bout de match du dernier match contre Young Boys, donc toute fin de saison pour son dernier match. Quand il est revenu du coup. J'ai vraiment pas grand chose à dire sur lui. Il a touché très très peu de ballons. Je pourrais vous dire en revanche quelques mots sur Trazier Thomas. On va y venir tout de suite sur Trazier Thomas. Bon, c'est parfait. Zohouri, a priori, c'est bien pour une deuxième saison à Lausanne parce que la première, au final, elle a pas franchement compté. Exactement, ouais. S'il reste, en tout cas, ça peut être intéressant pour lui parce que justement, Boranjasevic, qui est en fin de contrat et qui a pas encore été annoncé comme étant prolongé. D'ailleurs, ça c'est un problème qu'on a toujours eu à Lausanne. Chaque année, il faut qu'on revoie un petit peu les contrats, qui restent, qui part, et puis essayer de pas se faire piller sur le marché.
Du coup, tu disais pas de Trazier Thomas, on est un peu plus haut sur le terrain, on est au milieu de terrain, il a 21 ans, il vient également du Racing Club d'Abidjan, il arrivait en même temps que ses compatriotes, comme tu le disais. Un peu plus de temps de jeu, 14 bouts de match, Ouais. mais essentiellement des entrées aussi. J'ai Mhm. j'ai eu l'impression que il avait eu un peu plus de temps de jeu, mais à chaque fois quelques petits pépins physiques qui l'empêchaient peut-être de s'installer dans le 11 de façon plus durable. Ouais, alors je les connais pas très bien ces pépins physiques, mais quand je l'ai vu jouer, toujours eu l'impression d'un joueur qui était très impliqué, qui avait une assez bonne force physique et un bon contrôle de balle aussi. Il a joué au milieu, donc c'est un secteur qui est assez bien occupé à Lausanne quand même. Sur toute la saison, il a été notamment par Cameron Puertas, qui pourrait peut-être être intéressant pour Nice à l'avenir. Mhm. Euh, mais ouais, Trazier Thomas non plus, pas énormément de choses à dire. Il m'a donné une bonne impression sur les quelques bouts de match qu'il a joué. Je te propose de finir avec Abidjan. Après, voilà, Cédric, tu Ouais, n'hésites ouais, pas si t'as une question, mais t'inquiète. bon, c'est des joueurs sur lesquels, au final, assez peu de matchs. Et avec Brahima Ouais. Ouattara, on fera pas beaucoup mieux. Il est encore plus jeune, 18 ans. Il est milieu offensif. Quant à lui, 6 matchs, encore moins de temps de jeu, mais un but, malgré Mais tout. il a marqué, Voilà. exactement. Est-ce que, selon toi, c'est le meilleur des trois? C'est celui qui a montré le plus de talent en étant quand même bien plus jeune que ses Alors, Même s'il a pas compatriotes? énormément joué, hein, du coup. 6 matchs seulement, mais. et je crois qu'il est entré justement dans le match où il a marqué et il a eu un impact direct. Je crois qu'il a marqué après une dizaine de minutes. Donc il a été vraiment intéressant sur ces petits bouts de match-là. C'est un joueur qui pourrait être intéressant pour l'avenir aussi parce qu'il va assez vite, une bonne percussion et puis bah, on l'a vu sur le but qu'il a marqué, une bonne frappe de balle. Donc joueur sympa, joueur intéressant. On a été un petit peu surpris quand il est arrivé parce qu'on nous a annoncé qu'il signait à Lausanne, mais en fait on remarque qu'il a signé à Nice puis qu'il a été prêté chez nous. Ça arrive assez souvent quand même, Oui. ce genre de choses chez nous. Ouais, et du coup, avant de parler Des Niçois, des Niçois enfin, de ceux qu'on connaît un peu plus. voilà, qu'on a Ouais. déjà vu, on va parler de peut-être celui qui a le mieux marché chez vous cette année, en tout cas au niveau stats et de ce qu'on a pu voir. Il était souvent impliqué dans les bons coups. C'est Lucas Dacunia. Lui, c'est pareil, Oui. on l'a signé en provenance de Rennes et puis Il est parti direct chez vous. Je sais pas s'il a eu le voilà, temps de c'est ça. poser ses valises à Nice. Exactement, Je sais même il pas est s'il a parti touché un ballon directement à chez nous. Lausanne. C'est ça. Ouais, mais voilà, mais du coup lui, enfin, même du côté de Nice, pour tout avouer, c'est peut-être celui qu'on attend le plus, on va dire, son retour pour voir un peu de quoi il est capable et s'il a les moyens de se faire une petite place dans la rotation à l'OGC Nice. Selon toi, même dans le jeu, sans parler que des stats, il a eu un vrai impact et il a un vrai niveau de jeu pour pouvoir prétendre à l'OGC Nice, selon toi? Oui, absolument. En plus, il a annoncé à la fin de saison qu'il allait repartir à Nice, donc ça c'est officiel, qu'il allait reprendre une place dans votre effectif. Pour moi, c'est sans doute celui qui est le plus prometteur en effet. Il a été très peu en vue quand même au début de saison, donc sur les premiers matchs qu'il a joué, il était en concurrence avec un autre numéro 10. Et puis, ouais, on trouvait que ses rentrées étaient un petit peu, ouais, il avait peu d'impact sur le jeu, quelques mauvais choix aussi, mais progressivement, il a pris confiance, il s'est installé dans l'effectif. Il s'est intégré dans le groupe aussi, il a été assez populaire au sein du vestiaire. Et puis, il a mis quelques buts importants, notamment quelques buts magnifiques. Celui contre Servette, si vous avez le temps d'aller regarder On l'a vu. les buts qu'il a mis, voilà, exactement. Où il dribble à peu près tout le monde. Enfin, voilà. Donc très très intéressant, Lucas Dacunia. Bon numéro 10. Je pense qu'il pourrait avoir sa place en Ligue 1 très bientôt. Alors, c'est 28 matchs pour 6 buts et une passe décisive. Effectivement, son papa, qui est auditeur de Avantinissa, on le salue du coup à cette occasion, nous confiait voilà, qu'il avait commencé la saison avec un déficit physique et que bon, ça reste des joueurs qui arrivent d'équipes de jeunes, de réserve en France et qui doivent s'habituer à un championnat qui est certes mineur, hein, sans faire d'injure à la première ligue, et qui doivent s'habituer à un niveau professionnel, à l'enchaînement des matchs. Donc, on sait que des fois, c'est un peu compliqué pour eux de prendre, voilà, de prendre la mesure et que ça met du temps. Mais c'est vrai qu'il a fait une fin de saison canon parce que c'est en fait ses buts, je pense qu'il les marque tous dans les 3-4 derniers mois, il me semble. Et voilà, on scrute son retour avec impatience du côté de l'OGC Nice. Il y en a un. Malheureusement, on en attend beaucoup du côté de Nice. C'est une de ces fameuses pépites du centre de formation où tu commences à avoir, d'après les sites de mercato peu scrupuleux, les scouts de Manchester, du Barça, enfin de tous les grands clubs commencent à le suivre. C'est Pedro Brazao, donc jeune joueur, hein, 18 ans, c'est un des plus jeunes qui était prêté cette saison. Milieu offensif polyvalent également, 21 matchs. Un but seulement. Nous, de notre côté, on a vraiment senti qu'il n'avait jamais pu
s'insérer déjà durablement dans le 11 et vraiment, même quand il jouait, qui pesait jamais vraiment sur la physionomie du match et sur l'attaque du Lausanne Sport. Ouais, pourtant il a eu sa chance, quoi. Il a été au début de saison, il a quand même pas mal joué, et il a fait pas mal d'entrées en jeu, il a même commencé quelques matchs. Et on a trouvé que sur le plan physique, il manquait un petit peu, et puis qu'il avait aussi la tendance à faire quelques mauvais choix dans le dernier geste. Mais c'est un joueur qui est très très intéressant, enfin assez prometteur, je trouve, techniquement. Il a quelques gestes d'assez grande classe vraiment pour son âge. Donc vraiment très intéressant. Moi je pense que sur le plan humain, il y a quand même un petit travail à faire avec lui, parce qu'il avait pas l'air d'être très bien intégré au groupe. Et puis mais sinon vraiment s'il arrive à mettre le bon geste à la fin, s'il arrive à lâcher le ballon peut-être un petit peu plus tôt aussi, il avait tendance à jouer un petit peu solo. S'il donne le ballon un petit peu plus vite, il peut vraiment avoir beaucoup d'occasions. En supposant c'est un peu les soucis qu'il avait eu à Nice, on se rappelle, hein, c'est les reproches entre guillemets ce sont les mêmes. C'est pour ça que j'ai acquiescé sans trop discuter. C'est exactement ça. C'est vrai que c'était un peu ce qu'on lui reprochait à Nice, notamment en pré-saison où il avait pas mal joué pendant les matchs amicaux, tout ça, et c'était un peu les mêmes reproches du côté de Nice, c'est vrai. Alexandre, je voulais juste te demander, un joueur comme Brazao, si, en supposant que ce fasse partie des plans de l'OGC Nice et du joueur, si on te dit qu'il revient pour une deuxième année en prêt, ça te conviendrait? Tu serais assez enthousiaste de l'idée ou Oui, absolument. Moi, je pense qu'il aurait totalement le niveau s'il arrive à progresser un petit peu dans ce domaine de la finition, etc. Non, il peut être vraiment intéressant. En tout cas, il a largement le niveau du championnat suisse. On va terminer sur les deux derniers joueurs prêtés. Pourquoi je dis terminer sur deux joueurs? Parce qu'ils ont souvent joué en fait en pointe ensemble dans votre système à deux attaquants, Hicham Mahou et Evan Guessant. Donc commençons par Mahou, 21 ans, attaquant polyvalent. Le mec a un peu joué partout, ouais, que ce soit chez nous, dans les. Elle était obligée, ça. Elle était obligée. Mais tu vois, on a attendu une demi-heure d'émission pour la faire quand même. Ouais, on sait se tenir. On peut cocher. Voilà, on peut cocher, exactement. Voilà. Oui, du coup, les deux souvent associés. Mahou, qu'on a déjà vu jouer sur le côté, derrière, devant, des deux côtés, tout ça. Bah là, il jouait en soutien de Evan Guessant. 22 matchs, 2 buts, 4 passes décisives pour le joueur de 21 ans. C'est assez intéressant. Nous, ce qui nous fait plaisir, c'est que pour un joueur qu'on avait vu rentrer régulièrement et pas souvent, et être prêté aussi régulièrement ailleurs, là, il a pu enchaîner du temps de jeu. Il a, en plus, de façon assez positive, hein, vu qu'il a staté. Est-ce que pour toi c'est du niveau Ligue 1? Est-ce que on est un peu juste en dessous de ce niveau-là et il a peut-être une carrière à faire, que ce soit en Ligue 2 ou en Ligue 1 chez un promu? Alors moi, je vais peut-être vous surprendre, mais ça a sans doute été le plus constant de tous les joueurs niçois qui sont venus en prêt chez nous. En tout cas, sur le plan personnel, pour moi, c'est mon préféré. Il est extrêmement rapide, donc il a vraiment une bonne percussion. Voilà, il est très dangereux dans les duels, donc il fait reculer pas mal la défense facilement. Il a une bonne frappe, il a un bon pressing aussi. Et puis au niveau de sa position, bah, ça a été assez intéressant. En effet, il a joué principalement à gauche, mais aussi à droite. Et puis en pointe avec Guessant sur la fin de saison quand ils ont joué à deux ensemble. Faut savoir que nous, notre buteur attitré, Aldin Tourques, s'est blessé au mois de décembre. Il a fait une méchante blessure au genou qui lui a coûté la fin de la saison déjà. Et puis, du coup, il fallait deux attaquants pour épauler Guessant. Mahou, c'était vraiment la solution la plus intéressante. Et puis, vraiment, il lui a manqué juste un tout petit peu de chance. Il a fait pas mal de poteaux. Voilà, exactement. Ouais. Mm-hmm. Mais il a provoqué des pénaltys, notamment un contre-balle, il me semble. Il a marqué pas mal de buts sympas dans des angles assez fermés. Et puis, non, pour moi, c'est sans doute mon préféré. S'il y en avait un que je souhaiterais qu'il reste à Lausanne l'année prochaine, c'est lui. Bon, tu vois, Cédric, c'est intéressant d'avoir le point de vue de quelqu'un qui les a vus jouer, parce que toi, tu fais de ton mieux, tu regardes la fiche de stats, tu regardes un peu la réaction sur les réseaux sociaux, tu bosses un peu ton sujet, et en fait,
Ah, ça vaut pas, ça vaut vaut pas le pas le ressenti, supporter. voilà. Exactement. C'est ça, Exactement. exactement. Bon, content de l'apprendre pour Mahou. Voilà, un joueur qu'on a quand même beaucoup baladé, que ce soit géographiquement avec les prêts ou niveau poste. On s'attendait pas forcément à ce que ça marche en pointe avec lui dans un 4-4-2 du coup, mais bon, c'est aussi peut-être la chance qu'il a de pouvoir être performant à plusieurs postes pour gratter du temps de jeu. Voilà, on n'a pas connaissance des plans d'avenir pour Hicham Mahou, mais en tout cas, pour moi également, ça fait quand même partie des joueurs, ça te laisserait ça. Enfin, je sais pas toi, Cédric, mais moi, ça me laisserait un goût d'inachevé de te dire, en fait, tu l'as baladé en prêt, il a un peu marché dans tous les clubs où il a été. Et à Nice, il a jamais eu la chance, ne serait-ce que d'être une saison dans la rotation de l'effectif. Bah, c'est exactement ça. Tu te dis que ces mecs-là, quand même. Alors, on a l'habitude de donner de la chance aux jeunes en pré-saison, notamment pendant les stages, les matchs amicaux, tout ça. Je pense que Hicham Mahou, et j'espère du moins qu'il fera partie de ces jeunes-là, encore une fois, cette saison avec le nouveau coach qui va pouvoir un peu montrer de ce dont il est capable à Nice. Après, si encore une fois la marche est définitivement peut-être trop haute pour lui, bah j'espère qu'il peut-être pourquoi pas retourner à Lausanne si cela lui convient ou quoi que ce soit. Mais comme tu l'as dit, c'est un mec qu'on a un peu baladé à droite à gauche, qui a toujours répondu présent, même Qui a l'air les d'être un quelques bon gars, entrées. en plus. Ouais, les quelques entrées qu'il avait fait à Nice. Je sais pas si tu te rappelles, mais j'ai pas souvenir qu'on ait eu besoin de le critiquer. Il a toujours, tu sens, comme l'a dit Alexandre, hein, c'est vraiment le mec qui va se donner à 300% sur le terrain. Donc voilà, ça fait partie des bons jeunes qu'on a à Nice et qui méritent un peu de visibilité. Ouais, même si à 21 ans, l'important maintenant, c'est un peu d'avoir ce temps de jeu, justement. Bon, d'où la stratégie des prêts pour arriver à avoir une carrière derrière. Et du coup, Evan Guessant, l'autre attaquant qui voilà, a remplacé votre numéro 9 star au pied levé. C'était pas forcément, je pense, l'ambition au début pour Ineos et pour la direction sportive de l'OGC Nice de le voir faire quand même 34 matchs. Donc, il a vraiment fait une saison pleine. 7 buts, 5 passes décisives. C'est celui qui aura le plus staté. Bon, on sait que tu as ta petite préférence pour Hicham Mahou, du coup. Mais c'est peut-être le meilleur niçois sur l'ensemble de la saison, Evan Guessant. Ouais, certainement. Je pense en termes de niveau, Evan Guessant, c'est certainement le meilleur. Ça a été un bon remplaçant à Zekiri parce qu'il est parti après quelques journées seulement en première ligue à Brighton. Donc c'est un numéro 9 intéressant. Il est bon avec le ballon. Il est technique. Il est assez grand. Donc il est imposant dans la surface. Il prend de la place. Il a une bonne protection de balle. Il peut aussi servir d'appui. Il me semble qu'il a déjà joué sur les côtés pendant cette saison. Le point faible, je dirais, c'est sa finition. Là où Hicham Mahou a eu peu de chance, je trouve que Evan Guessant a souvent un petit peu péché dans les duels en 1v1 avec le gardien. Il a mis 7 buts cette saison, mais il aurait pu en mettre le double. Après, facilement Après, il a 19 ans, hein. C'est quand même. Ouais, c'est ça. Absolument. Je connais mal la Super League, mais enfin, vous n'avez peut-être pas beaucoup de joueurs aussi à 19 ans qui déjà s'imposent assez rapidement comme buteur comme ça. Voilà. C'est sûr, c'était une question d'opportunité. Moi, je trouve qu'il a un très bon placement aussi. Peut-être qu'il aurait été meilleur accompagné d'un vrai neuf comme Tourques. Je pense que ça aurait été très intéressant de les voir les deux ensemble en attaque. Et si vous allez voir ses buts, notamment il en a mis un contre Zurich, il est absolument dingue. Zlatanesque. Oui, on l'a vu aussi. Voilà. Ah oui, je me rappelle. Cissé, il me semble qu'il veut le garder à Lausanne pour une saison de plus. Je crois que l'accord a été fait avec Fournier, mais c'est lui qui devra choisir. Nous, on était partagés niveau stratégie avec Cédric dans notre dernier numéro Mercato notamment. Voilà, on va probablement avoir besoin d'un troisième numéro 9 derrière Kasper Dolberg et Amine Gouiri, surtout si Christophe Galtier installe son système à 2 attaquants qu'il a pratiqué notamment au LOSC, et on se disait, on a un jeune du club qui a bien marché, pourquoi pas le faire revenir. Après, on sait que là, il y a beaucoup de rumeurs mercato en ce moment. On pense notamment à Jovetic, mais aussi à Loïc Rémy, qui font que, a priori, on va peut-être pas faire confiance aux jeunes qui sont là. On a aussi Dan Endoy, puisqu'on parle de Lausanne Sport aujourd'hui, qui est toujours présent au club. Donc, il n'y a peut-être pas la place non plus pour Evan Guessant l'année prochaine de s'imposer. Et si tu nous apprends, voilà, c'est une info que tu nous donnes aussi, que tout le monde compte sur le fait que Evan reste un an de plus. Voilà, ça peut être bien pour son développement. Et après, c'est l'idée qu'a la direction sportive. Après, voilà, c'est lui qui va choisir Evan s'il veut rester à Lausanne ou s'il veut repartir au gym. Mais j'ai entendu parler aussi de Arthur Cabral effectivement. à l'OGC Nice. Moi qui l'ai vu jouer cette saison avec Bâle, je peux vous dire que c'est quelque chose.
Ouais. Ah ouais, à ce point-là. Techniquement, c'est assez intéressant, hein. Ouais, voilà, il est très fort, il a un bon physique, une bonne condition physique. Je crois qu'il a que 23 ans aussi, donc il est Exactement. assez prometteur, ouais. Et puis il score assez violemment, hein, on a regardé, Ouais, ouais, ouais. c'est du Je crois qu'il 15-20 nous buts en a par mis, saison. il a dû nous en mettre 3, facile. Ouais, donc ouais, il aime bien le Un Lausanne Sport petit du coup. traumatisme, du coup. Tout Non, non, petit. mais après, voilà, pour revenir rapidement sur Guessant, voilà, c'est normal. Comme on l'a dit, on sait que nous, voilà, Dolberg, Guiri, ça devrait pas bouger. On devrait potentiellement, si encore une fois Galtier joue dans le même système qu'à Lille, faire un troisième Au moins un attaquant. troisième, ouais. Voilà. Peut-être que même pour lui, Guessant, ça serait clairement plus judicieux de se dire, je refais une saison pleine. Surtout que pour une première saison en tant que titulaire dans un championnat qu'il connaissait pas, Hmm. il a fait une belle saison, comme l'a Ouais. dit Alexandre. Donc, ça peut lui être que bénéfique, hein. Il peut se donner de la visibilité, il peut vraiment se mettre en confiance. Il a que 19 ans. Donc à voir après, côté OGC Nice, Puis ce qu'on compte faire de lui. ça peut être le Mais remplaçant naturel d'un de nos deux attaquants actuels qui seront peut-être amenés à partir la saison prochaine. Guiri, peut-être s'il y a une grosse offre. Dolberg, si malheureusement ça ne lui sourit pas davantage la saison prochaine, voilà, s'il y en a un des deux qui est amené à partir au mercato, pas cet été mais le suivant, eh ben, si pendant ce temps-là Guessant a claqué la quinzaine de buts que Alexandre lui promet la saison prochaine, t'as ton remplaçant en interne un peu tout trouvé, c'est une opération bénéfique pour tout le monde. surtout qu'il a un Tout à peu le fait profil d'accord. il a un peu le profil à Dolberg, hein. Tu disais, j'ai pas sa taille en tête, tout ça, mais je me rappelle qu'il est Je relativement crois qu'il imposant quand fait même. 1m89, Ouais, 1m88 ouais, donc peut-être. c'est un beau bébé, quoi. Ouais. Ouais, ouais, non, c'est bien, voilà. On lui souhaite en tout cas, s'il doit rester au Lausanne Sport, de refaire une belle saison comme il a fait en tout cas. Je vous propose de terminer notre tour d'horizon des joueurs par un qui officiellement, lui, n'appartient pas à l'OGC Nice, contrairement à, voilà, comme tu nous disais, ceux qui font la navette juste contractuelle par l'OGC Nice avant de partir chez vous. Lui, a priori, appartient bien au Lausanne Sport. C'est Toichi Suzuki, milieu gauche japonais de 21 ans, qui est arrivé cet hiver, du coup, de Pierre Bellemare, enfin du club japonais Bellemare. 20 matchs depuis l'hiver, donc il s'est vraiment imposé, mais comme un titulaire indiscutable, 2 buts, 3 passes décisives, c'est assez impressionnant aussi niveau stats pour un joueur qui découvre du coup l'Europe à un âge et un championnat, voilà, un âge quand même très jeune. La presse japonaise, à l'époque de sa signature, en tout cas des tractations pour son arrivée à Lausanne, parlait que d'un plan de carrière qui était plus ou moins dessiné, de savoir que si jamais ça marchait à Lausanne, il pourrait atterrir ensuite à l'OGC Nice. Donc la bonne nouvelle, c'est que pour vous, ça serait contre un transfert. Donc du coup, une somme sonnante et trébuchante. Est-ce que tu peux nous parler un peu plus de ce joueur que voilà, on fantasme peut-être un peu, mais qui pourrait bien arriver un jour à l'OGC Nice? Ouais, alors c'était le transfert un petit peu surprise de l'hiver. On s'attendait pas vraiment à recevoir énormément de nouveaux joueurs, de nouvelles annonces cet hiver. Et puis on a eu ce petit japonais, parce qu'il fait 1m68, il me semble. Il est vraiment tout petit. Il va très très vite, il joue sur le côté gauche. Il a eu pas mal de temps de jeu chez nous, parce qu'on a eu on a eu pas mal de blessures chez nos défenseurs centraux, ce qui a forcé le coach à passer une défense à 3 en mettant nos latéraux à l'intérieur, en combinant un petit peu. Et puis ça lui a laissé une place sur le milieu gauche. Et puis extrêmement pas mal de percussions. Il va assez vite. Il a des bons centres aussi. Il a mis quelques passes décisives. Et puis si vous avez l'occasion de revoir son match contre Saint-Gall, je crois que c'était au mois d'avril, une vraie masterclass. Je crois qu'il a marqué 2 buts, beaucoup d'implications. Il tire quelques coups pieds arrêtés aussi. Donc il a pris des bonnes responsabilités pour son âge, parce il a que 21 ans, voilà. Et puis donc oui, ça peut être intéressant pour Nice aussi, s'il y a la passerelle. Voilà, on a quelques joueurs aussi du côté de Lausanne qu'on pourrait vous proposer à vous aussi, mais Toichi Suzuki, c'est totalement une option. Nous, on s'attendait aussi à ce qu'il passe par Nice pour qu'il soit prêté chez nous, mais en fait non, pas du tout. Il est arrivé directement à Lausanne. Bon. Mais du coup, tu disais que Suzuki a joué un peu, on va dire, aussi par le fait qu'il y ait des blessures. Tu penses quand même que, vu ce qu'il a montré là en tant qu'on va dire de joker, hein, parce qu'il est arrivé comme ça, il s'est montré un peu. Tu penses qu'il va partir comme titulaire l'année prochaine à Lausanne? Il a gagné sa Bah oui, place de titulaire, tu penses? en plus d'avantages que le nouveau coach, c'est quelqu'un qui travaille bien avec les jeunes. On peut s'attendre en effet à ce qu'il soit titulaire, sans aucun doute. Je pense que ce sera un des hommes
à surveiller chez nous la saison prochaine. Il sera là. Bon, et tu parlais du coup d'autres joueurs aussi potentiellement qui, eux, ne sont pas liés contractuellement à l'OGC Nice, mais vraiment propriété du Lausanne Sport, que tu verrais bien s'exporter de notre côté, qui sont un peu les meilleurs joueurs, les révélations de la saison hors niçois du côté du Lausanne Sport. Voilà, un joueur formé au club, Cameron Puertas, Dont tu nous parlais tout à l'heure, effectivement. voilà, qui est binational suisse et espagnol, qui a 22 ans et puis qui s'est vraiment imposé cette saison comme un des meilleurs milieux de terrain du championnat, tout simplement. Voilà, il va assez vite. Il a une très très grosse frappe de balle. Si vous avez l'occasion de voir son but contre Zurich en début de saison, c'est une monstre patate. Il reçoit un ballon, un rebond sur un corner et puis il frappe directement du droit. Ça part dans la lucarne, donc c'est magnifique. C'est un joueur qui est assez physique aussi, donc il provoque pas mal de fautes, mais il en fait quelques-unes aussi. Il s'apparenterait à un de mes joueurs fétiches en tant que fan d'Arsenal et de l'équipe de Suisse, Granit Xhaka. Donc je le vois comme le futur Granit Xhaka avec une meilleure frappe et puis un pied droit plutôt qu'un pied gauche. Bah, plutôt flatteur comme portrait, hein. On suivra ça avec intérêt, ainsi que tous les futurs niçois qui risquent de partir en prêt. Ça fera l'objet pour nous d'une prochaine émission, de voir qui pourrait profiter d'un prêt du côté du Lausanne Sport. On sait qu'il y a pas mal de jeunes joueurs à Nice qui n'ont pas forcément donné satisfaction cette saison et pour lesquels un prêt serait à l'étude. Alors pas forcément à Lausanne, hein, mais on pense notamment à Andy Pelmar ou à Alexis Trouillet qui pourrait trouver du temps de jeu ailleurs. Bon, auquel cas, on n'hésitera pas à refaire appel à toi en fonction de la colonie niçoise qui partira sur les bords du lac Léman cet été à l'occasion du Mercato. Je voulais juste terminer cette émission avec toi un peu sur le futur. Qu'est-ce qui s'annonce déjà du côté du Mercato? On a vu qu'il y avait une première recrue, hein, c'est tombé juste avant notre émission, ça Absolument, tombe bien. c'est tombé hier. Voilà, mais qu'est-ce qui s'annonce du côté du Lausanne Sport comme projet sportif là dans les prochaines saisons? Si on avait fait l'émission hier, ça aurait peut-être été un petit peu plus simple de tirer une conclusion parce que justement on a eu le contraire de ce qu'on s'attendait en fait. On a eu un recrutement d'un jeune qui vient du club voisin, donc du Stade Lausanne-Ouchy, qui est monté en deuxième division suisse l'année passée. Un jeune d'origine turque qui a fait une superbe saison en Challenge League, donc en deuxième division. Et puis, donc c'est un jeune Suisse qui vient de la division inférieure. On se dit, est-ce qu'on retrouverait pas le type de recrutement un petit peu, entre guillemets, plus intelligent, un petit peu plus long terme pour un vrai projet à Lausanne? On espère. Et puis, donc voilà, on a eu une saison un petit peu chaotique. Je pense aussi que le fait qu'il y ait eu le Covid, qu'il y ait eu un enchaînement de matchs assez important, qu'on est quand même entre 3 et 5 titulaires à chaque 11 qui sont en prêt d'une demi à une saison. Donc voilà, à voir le prochain mercato, mais pour l'instant, ça commence bien. Donc Zeki Amdouni, première recrue du Lausanne Sport. Exactement, en attendant. J'avais un petit blanc sur le nom. Pas de souci. on a bossé, et puis j'ai un téléphone pas loin, surtout pour faire la recherche. Ça aide bien. Je le ferai croire ça à personne que j'avais bossé ça avant. Voilà. Et Alexandre, du coup, niveau ambition, du coup, tu penses que avec Ineos, tout ça, si le mercato un peu est intéressant, et vu, comme on l'a dit, hein, le championnat qui est relativement ouvert, à part peut-être les 2 premières places, tout ça, mais il y a des ambitions, tu penses, qui vont être affichées à Lausanne la saison qui arrive? À mon avis, l'ambition claire, ça va surtout être de se maintenir parce que le championnat est un petit peu plus fort que l'année passée, avec le retour en première division de Grasshopper, qui est un club historique avec des nouveaux moyens. Donc il y aura une place de plus à prendre en Super League, et puis on espère pouvoir rêver d'Europe dans les prochaines années. Là, Souleymane Cissé nous donne des messages un petit peu contradictoires, comme quoi il faudrait qu'on s'attende plutôt à une course vers le maintien plutôt qu'à l'Europe. Mais voilà, avec un championnat aussi serré, on peut s'attendre à tout. Et je pense qu'on a toujours le droit de rêver. Et puis, comme on nous a dit que l'année prochaine, l'équipe serait plus forte que cette année, on ne peut que l'espérer.
Bon, c'est bizarre, ce discours me rappelle un peu quelque chose, mais On j'ai le dira l'impression pas. d'avoir entendu régulièrement ces dernières années. Est-ce que vous n'êtes pas en saison de transition par C'est ça. hasard? Ah, peut-être. Fais gaffe, le jour où ils te lâchent ce mot-là, tu sais qu'ils te mentent. Parce que nous, la saison de transition, ça fait 7 ans qu'on est dedans. Non, j'exagère un peu, on va encore le dire. Encore dire que je suis de mauvaise foi. Je le suis un peu, c'est vrai, il faut avouer. Alexandre, en tout cas, merci de ta venue, de tes nombreux éclairages sur nos Niçois et nos peut-être futurs Niçois qui sont aujourd'hui au Lausanne Sport. On se doute bien qu'on aura l'occasion de reparler avec toi et d'autres supporters de Lausanne, puisque le lien entre nos deux clubs n'est pas franchement amené à se rompre. On va suivre d'un œil, je pense, des deux côtés de la frontière, d'un œil un peu intéressé de savoir qui va partir en prêt, qui va revenir, enfin voilà, quels échanges il peut y avoir entre le GC et le Lausanne Sport. On aura peut-être l'occasion un peu de se déplacer dans ce nouveau stade maintenant que les frontières vont réouvrir et qu'on espère les voyages internationaux seront un peu plus détendus, même si Lausanne c'est pas forcément la première destination de vacances à laquelle on pense, mais bon, le lac Léman c'est plus l'inverse en général. C'est pas rien, voilà. Oui, mais par contre, n'oublions pas, il y a quand même un Nice-Lausanne qui arrive très très vite, puisque c'est dans pile poil un mois, on est le 10 juin, c'est prévu pour le 10 juillet, le Inosico désormais, même si c'est pas la première rencontre entre nos clubs, y compris d'ailleurs avant les rachats par Ineos, il y avait déjà eu un Lausanne-Nice, on a l'habitude de se rencontrer à Divonne, cette fois ce sera à Nice, du coup le 10 juillet, on aura l'occasion d'en parler, et pourquoi pas si on regarde dans l'émission, voilà, comme l'année passée, on fera le débrief de ce match ensemble. Cédric, merci d'avoir été aussi avec moi dans cette émission, c'est toujours un plaisir de t'avoir et on sait on que est toujours là, il y a pas de ça fait toujours plaisir, et puis avec des invités de qualité et des émissions intéressantes comme d'habitude, ça fait toujours plaisir. Voilà, en attendant que Christophe Galtier signe, et je pense que ça ferait beaucoup de bien à la santé mentale. On l'attendait depuis quelques temps maintenant. Voilà, mais bon, petit message à nos auditeurs qui sont au bord du craquage, soyez forts, ça va arriver, ce n'est qu'un détail, mais voilà, passez vos journées à profiter du soleil de la plage plutôt que de Twitter, parce que bon, c'est pas entre nos mains, mais voilà, Christophe Galtier sera vraisemblablement, certainement même, pour ne pas jouer sur les mots, l'entraîneur de le 6 la saison prochaine. Alexandre, encore merci. Bonne continuation au Lausanne Sport la saison prochaine, on suivra ça d'un œil intéressé. Merci beaucoup. Et puis d'ici là, Issa Nissa.